La sonde m'attirait à cause de la côté entrepreneurship. J'avais été chez Keteli et chez Keteli, on sentait qu'on perdait la flamme entrepreneur. J'arrivais avec toutes mes connaissances, tout mon bagage et la sonde à cette époque-là était plus une entreprise manufacturière qu'une entreprise de mise en marché. Il fallait passer nos idées, il fallait travailler fort. À cette époque-là aussi, la sonde était une entreprise qui faisait à peine 60 millions de chiffre d'affaires et je veux dire, on apprenait quand on était innovateur dans nos produits, dans notre approche total marketing, on avait un travail à faire, on partait de loin. Ça commençait, je veux dire, souvent les discussions que j'avais à ce moment-là, à cette époque avec mon patron du temps, c'était d'abord non. Ensuite, c'était peut-être. Puis après, ça finissait par fais à ta tête. Mais fais à ta tête, mais il faut que ça marche. Donc, je veux dire, écoute, ça prenait de la ténacité. Mais moi, un fils d'entrepreneur, je me suis tout de suite plu avec l'organisation parce elle savait compter, elle faisait attention à ses sous, mais elle voulait réussir et tout était possible pour cette entreprise-là qui avait toujours eu un esprit de différenciation. J'ai eu à diriger Vaconaut un an après que j'étais arrivé chez La Sonde comme directeur du marketing et j'ai accepté tout de suite l'opportunité parce que je me retrouvais maintenant à ce moment-là, j'avais 32 ans à la tête d'une PME qui faisait à peine à peu près une dizaine de millions de chiffre d'affaires avec 85 employés. Et à ce moment-là, je n'avais même pas les moyens de me payer un directeur des ventes. Donc, je faisais le directeur aussi des ventes. J'avais quand même un département des achats, j'avais une équipe. Mais je veux dire, ça a été une opportunité en or. On a fait beaucoup de choses chez Vaconaut pour redresser ça. En l'espace de 9 mois, on n'avait pas redressé ça. Ça a commencé à refaire de l'argent. La sonde, au début des années 90, se devait de se développer hors Québec. La sonde dépendait principalement du Québec. Et déjà, il y avait des mouvements où est-ce qu'on sentait tout le secteur du détail alimentaire était en train de être contrôlé par l'extérieur. La disparition de Steinberg, exemple, qui a été divisée, de dire qu'il faut conquérir l'Ontario parce que c'est l'Ontario qui est en train de prendre le contrôle du détail sur le Québec. Et d'ailleurs, aujourd'hui, un détaillant québécois qui est à siège social québécois, on sait qu'aujourd'hui, principalement, il y a juste Métro. Donc, à ce moment-là, ce mouvement-là, on l'avait perçu. Et ça a tout le temps été notre souci des années qui ont suivi, 90 et 2000, dire où est-ce que vont nos clients, il faut être là. Mais pour conquérir l'Ontario, ça nous fallait du jus de pomme. On a mis la main sur Great Valley Juices dans les Maritimes, en fait, qui était Kobe, qu'on a converti en Great Valley Juices, parce que ça nous prenait une source d'approvisionnement de jus de pomme. Et vous voulez dire, bon, pourquoi, je veux dire, pas en Ontario? Bien, à ce moment-là, en Ontario, il n'y avait rien de disponible, mais on savait qu'en ayant du jus de pomme dans les Maritimes, on pouvait l'expédier en Ontario. Et à cette époque, mettant la main sur la marque Allens et une autre usine dans les Maritimes qu'il a fallu consolider, mais la marque Allens, c'était une marque icône, historique dans l'histoire du jus au Canada. Ça nous a vraiment donné encore une position de force encore plus grande sur le marché ontarien. À la fois, on a conquis par des acquisitions bien stratégiques pour notre développement, mais à la fois, on n'a pas perdu une chose qui est dans l'ADN de la sonde, l'innovation, la différenciation. Vers la fin des années 70, IPA, qui était le premier carton avec le haut et la base en aluminium, où est-ce qu'on devait ouvrir le contenant avec une ouverture qu'il fallait percer le métal. Au début des années 90, on est allé chercher la technologie IPA-S, qui était IPA aseptique. Vers la fin des années 90, l'emballage IPA-S vieillissait. Il était aussi non compétitif versus les nouvelles tendances d'emballage. D'ailleurs, le premier équipement Prisma, tel qu'Oasis vous le retrouvez aujourd'hui, a été installé à Rougemont, une première mondiale à Rougemont, avec le travail de Tetra Pak. Les volumes qu'on vendait en IPA, les volumes ont quintuplé en Prisma. Et ça a été vraiment fulgurant comme croissance consommateur. Et on a fait 2 innovations sur cet emballage-là. Il n'était pas hermétique totalement, c'était refermable, mais après, on est allé chercher le bouchon. Fait que 2 innovations qui ont fait que cet emballage-là continue sa croissance. C'est un des beaux projets et une des belles transitions dans le marché. Ça a marqué la fin des années 90. En 2004,
En mettant la main sur Fairley, qui est devenu Lassonde Beverages de l'Ontario, on s'est renforcé au niveau des services alimentaires d'un point de vue, à ce moment-là, encore Est du Canada. 2007, une importance où on a mis la main sur les activités des jus prêts à boire de McCain. Ça nous a donné les équipements de leur usine du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et aussi dans l'Ouest canadien, une usine. On avait des clients qui nous réclamaient d'être pan-canadiens et on ne pouvait pas être pan-canadien tant qu'on ne trouvait pas la bonne opportunité. Dans la même année, on avait aussi toujours notre souci de diversification de la société au niveau de l'alimentaire. On avait des projets, exemple, pour des produits en pochon. On avait une connaissance, mais pas autant, exemple, qu'une entreprise comme Mondiv. Et est venue l'opportunité de mettre la main sur la société Mondiv, qui appartenait à deux actionnaires, Monopoly et Di Valerio, d'où le nom Mondiv. Et d'ailleurs, ils sont encore avec nous et avec l'équipe. Mondiv est venu conclure cette équipe-là à l'équipe Lassonde au Canada. Donc, on a fait, au cours des années 90 et début des années 2000, créer notre base critique et notre position sur le marché canadien, qui fait qu'aujourd'hui, Lassonde a la marque numéro 1 et Lassonde évolue dans les produits de spécialité alimentaire. Donc, on a une locomotive dans les jus de fruits et on a des produits niches, bouillon fondu, maïs, sauce pour pâtes, sauce Alfredo dans les produits alimentaires au Canada et aux États-Unis. Donc, en 2011, dans le but naturellement de bâtir un avenir aussi sur le marché américain, aussi avec les connaissances qu'on a, on a mis la main sur Clement Pappas. Clement Pappas, c'est une société dans les jus de fruits et jus et boissons de fruits, principalement dans la canneberge et la pomme. Et c'est la deuxième société en importance dans les marques maison aux États-Unis. Ça nous a permis de nous faire au marché américain, de regarder les opportunités, de mieux connaître le marché, qui fait qu'en 2014, on a fait l'acquisition de Apple & Eve. C'est une marque nationale avec une haute notoriété aux États-Unis et emmène des opportunités incroyables à la société. Ce qui était la force de Lassonde, c'est l'aspect entrepreneurial. Jean-Paul Barré et ensuite Pierre Lassonde qui m'ont fait confiance. Sans doute avec mon caractère, avoir été ailleurs, les autres opportunités que j'aurais eues, c'est d'être à mon compte, mais j'ai pu vraiment exploiter mes talents grâce au style de Lassonde. Le style de Lassonde, la marque de commerce de Lassonde, en fait, j'appelle ça l'ADN de Lassonde, est très sur l'entrepreneurship. C'est très la communication, c'est le travail d'équipe. Lassonde, c'est l'innovation, c'est l'intelligence émotionnelle pour bien comprendre qu'est-ce que les parties ont besoin, vont aller rechercher. Et tout ça, on fait ça pour nos clients. Et en arrière de ça, qu'est-ce qui fait marcher tout ça? C'est une équipe incroyable, une équipe qui se tient, qui veut aller de l'avant. Un motus operandi chez nous, rien n'est acquis, c'est toujours à gagner et c'est toujours à recommencer. Il faut être les meilleurs, les plus rapides, les plus brillants, puis il faut le faire en équipe, puis redonner aussi à la société ce que la société nous donne.